Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La pluie de cet après-midi à Kinshasa interroge sur les jours à venir et les potentiels dégâts des rues inondées, les véhicules qui bravent les torrents et les embouteillages qui étouffent la circulation. Le pire est à craindre en ce mois de novembre parmi le plus pluvieux de l'année. Ici, sur Triomphal, les images rappellent les jours sombres. Les autorités de la ville doivent s'armer de courage. Surtout, elles doivent accélérer les différents travaux d'ivoirie. Kinshasa sous les eaux, il faut se préparer à apporter des solutions aux cas extrêmes. Il était au cœur de l'histoire égyptienne. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé sa présence ce samedi 1er novembre à l'inauguration du Grand Egyptian Museum au Caire, le plus grand musée archéologique au monde. Invité par son homologue Abdel Fattah al-Sisi, le chef de l'État congolais, a participé à cette cérémonie prestigieuse qui célèbre le patrimoine millénaire de l'Égypte et consolide les liens de coopération entre Kinshasa et le Caire. Ce musée, qui s'étend sur près d'1 million de mètres carrés, présente plus de 100 000 pièces variées dans le temps et dans l'espace. Les images dans nos prochaines éditions. Et avant de s'envoler pour l'Égypte, le président de la République a séjourné à Paris en France. Sur place, il a échangé avec l'ancien président français François Hollande. Regardez. Sensible à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ancien président de la République française, François Hollande, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Paris, à marge de la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Les suivis des engagements de la COP21, la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques, étaient aussi évoqués au cours des échanges. Les participants à cette conférence s'étaient réunis pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. Les rôles du bassin du Congo dans la régulation climatique mondiale, la présentation du mécanisme des finances climatiques que Carrousel Bioénergie met actuellement en place à travers les fonds Arche du bassin du Congo, autant de sujets au menu de l'entretien que le chef de l'État a eu avec l'ancien président de la République française à Paris. La 65e réunion du Conseil des ministres a vécu hier, comme il est des coutumes, avant-midi à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a présidé cette réunion qui a évoqué plusieurs sujets d'intérêt national. On écoute plutôt cet extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État, la première ministre a réaffirmé l'attachement du gouvernement au respect des engagements pris envers les partenaires sociaux en dépit des contraintes budgétaires actuelles causées principalement par la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Dans cette optique, lors de la réunion du comité de conjoncture économique du 28 octobre 2025, elle a demandé aux membres du gouvernement de procéder dans une approche progressive à l'exécution des accords signés tout en maintenant un dialogue constant et constructif avec les partenaires sociaux, garant de la confiance et de la stabilité sociale. En ce qui concerne l'appréciation du franc congolais, la Première ministre a demandé aux membres du comité des conjonctures économiques d'intensifier la communication sur la baisse du taux d'inflation, l'appréciation de la monnaie nationale et, à terme, la stabilité du taux de change, facteur bénéfique pour le pouvoir d'achat de nos populations. À cet effet, nos compatriotes sont invités à privilégier l'usage du franc congolais en vue de consolider sa valeur face aux devises étrangères. Ces efforts seront pleinement soutenus par la mise en œuvre du programme spécial Compact de résilience qui a pour objectif de renforcer la production locale, de soutenir durablement la valeur de notre monnaie nationale et plus largement de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. À Kinshasa, les ministres membres de la CIRGEL poursuivent les travaux préparatoires en marge du 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements prévus le 13 novembre au courant. Ces travaux examinent les sujets liés à la paix et à la sécurité durable dans la région. Occasion pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, d'exhorter les participants à s'impliquer pour le retour de la paix dans les Grands Lacs. Anastasie Doumbou.
le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est bien organisé. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, les secteurs aériens est géré à 2 niveaux. Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur le territoire de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers, et ce ne sont que après avoir présenté tous ces documents que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu, avaient eux la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Voilà. Et donc l'idée ici, parce qu'il y a une urgence humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier, même en droit de la guerre, quels que soient les contextes, on laisse toujours un couloir pour apporter de l'appui à ceux qui en ont besoin. Et ni le Rwanda, ni leur fils préféré, le supplétif M23, ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations qui sont sur place. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Nous sommes allés vite. Vous venez de suivre l'intervention du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, sur le couloir humanitaire avec l'ouverture de l'aéroport de Goma. Nous vous l'avions dit tantôt, à Kinshasa, les ministres membres de la CIRGEL poursuivent les travaux préparatoires en marge du 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements prévu le 13 novembre au courant. Ces travaux examinent les sujets liés à la paix et à la sécurité durable dans la région. Anastasie Doumbou. Les travaux préparatoires en marge du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL, ouvert ce 31 octobre à Kinshasa, se sont poursuivis ce samedi 1er novembre avec la réunion ordinaire de ministres en charge du genre de l'espace CIRGEL. Point n'est besoin de rappeler que les chefs d'État de la CIRGEL, en signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement, assorti de ces protocoles, dont notamment le protocole de non-agression. Les femmes, premières victimes des conflits, sont souvent exclues des négociations officielles. Bien que des initiatives existent pour renforcer leur présence politique et leur rôle dans la résolution des conflits et la prévention de la violence conformément à la résolution 1325 des Nations Unies. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le représentant du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, aussi voudrais-je vous inviter à œuvrer chaque jour afin de renforcer la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région des Grands Lacs. Placé sous l'organisation du ministère de l'intégration régionale en coordination avec les secrétariats exécutifs de la CIRGEL, ce travaux se poursuivront jusqu'au 13 novembre sous la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani et d'autres ministres. Sommet étant prévu le 15 novembre 2025 à Kinshasa de chefs d'État et de gouvernement. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, cette bonne nouvelle pour les Quinois, la stabilisation du front congolais commence à se faire sentir dans le panier de la ménagère, dans les différents marchés populaires de la capitale. Riz, maïs, poulet, chinchard, farine et certains produits de première nécessité voient leur prix baisser jusqu'à 10 000 francs congolais. Une respiration pour les quotidiens des ménages, comme le montre ce reportage de Patience Mboyo Katoukou.
Des prix revus à la baisse, comme le démontrent ces tableaux dans ces différentes chambres froides de Kinshasa. 15 000 francs de moins pour le poulet, chinchard, communément appelé mpiodi, cuisses de poulet et autres produits. Pour le président des importateurs congolais, cette baisse est due à la stabilité des francs congolais sur les marchés d'échange. Oui, il y a baisse. Quand les mpiodi qui viennent de Brazzaville, les importateurs amènent les obiques, nous allons acheter et nous appliquons des taux. Parce que nous mettons $15 ou bien $2 par carton et nous appliquons les taux. C'est moins cher. Avis contraire pour ces Congolais qui estiment que certains Congolais préfèrent fixer en francs congolais leurs produits de première nécessité sans pourtant baisser les prix. Les prix n'ont pas baissé. Par exemple, les poissons fumés qui étaient à $68 se vendent maintenant à $78. Au contraire, les prix ont grimpé. Alors, le gouvernement fasse la solution. Autre écueil à soulever, c'est la problématique de fixation de taux d'échange chez les cambistes. Certains plaident pour l'application de la loi en la matière. Et ce communiqué à la Banque centrale du Congo porte à l'attention du public qu'il tend à s'observer quelques pressions sur la demande de devises sur le marché d'échange au cours de ces derniers jours. La Banque centrale rassure le marché quant à sa capacité à répondre efficacement à ces demandes au regard du niveau de ses réserves de change. Pour ce faire, elle va intervenir à travers la vente des devises aux banques commerciales en date du lundi 3 novembre et du vendredi 7 novembre 2025. Elle encourage ainsi la population et les opérateurs économiques à recourir aux transactions en monnaie nationale en vue de préserver la valeur de leurs avoirs. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2025, André Ouamesso Kwalololoki, gouverneur. Et après un lancement pilote concluant à Kinshasa, l'application Talo, développée par le ministère de l'économie nationale pour faciliter le suivi de prix de biens de première nécessité, entre désormais dans sa phase d'extension provinciale. Cette première étape vise à couvrir 33 villes à travers le pays, renforçant ainsi la transparence et la régulation des marchés redépendants. Au total, 120 agents et cadres formés sur l'utilisation de l'application Talo avec le concours des équipes de formateurs venus de Kinshasa, dépêchés par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, qui ont assuré cette formation pour cette première expérience. À l'intérieur du pays, 8 villes qui sont d'abord concernées, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kolwezi pour la partie sud, Mujimai, Kananga pour le centre, Matadi Boma pour l'ouest et Kisangani pour la partie orientale. Et dans toutes ces villes, les agents et cadres formés étaient favorables à l'innovation technologique qui vise à digitaliser et fiabiliser les suivis des prix. Cette opération est connue, c'est une opération gratuite. Ça ne nécessite aucun paiement parce que les agents ne font que leur travail pour lequel l'État les paye. Moderniser les méthodes de surveillance et renforcer la transparence des prix sur les marchés pour l'ensemble du territoire national reste la détermination du gouvernement de la République. Stop au manuel. Désormais, la transmission des données s'effectuera à l'aide d'un smartphone et les résultats transmis en temps réel. L'application Talo vient d'être démontrée sur terrain et donc il nous reste de bien pouvoir continuer à travailler tel que nous venons de recevoir les instructions de la part du formateur. L'application dont l'objectif de d'élever les prix pour faciliter les prix en fait sur les marchés. En plus de 8 premières villes, cette première phase de formation s'étendra sur 25 autres pour faire le total des 33 villes retenues dans ces programmes pour l'ensemble du pays. À l'issue de cette formation, les participants ont reçu des outils de travail composés de smartphones connectés à l'Internet et gilets de services pour leur mission et l'efficacité sur le terrain avec l'appui des autorités provinciales. À Kikwit, la fonction publique se modernise. La ville de Kwilu dispose désormais d'un annuaire alphabétique et numérique des agents publics, une avancée clé pour la transparence et la bonne gestion des effectifs. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté ces outils et évoqué les réformes en cours pour renforcer l'administration. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Maluma.
Dans le cadre de la poursuite de la réforme de l'administration publique et de la maîtrise de la masse salariale, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé ce jeudi 30 octobre 2025 à Kikwit à la publication officielle des annuaires alphabétiques et numériques des agents et fonctionnaires de l'État pour la province du Kwilu. Tous ces efforts vont contribuer à l'épanouissement du fonctionnaire de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est tenue dans la salle du Grand Hôtel Kwilu en présence des autorités provinciales et locales ainsi que les cadres de l'administration publique. C'est la toute première fois dans notre province et dans notre pays de voir ce système. Chaque agent de l'État est bien identifié dans l'annuaire. Comme ça, on commence une envie de joindre. Cette démarche marque une étape de plus dans l'opération de certification des agents réguliers à travers le fichier de référence des agents publics FRAP, un outil stratégique pour lutter contre la fraude, les doublons et les fictifs et pour garantir que seuls les agents légalement reconnus soient pris en charge par le Trésor public. Nous sommes en train de faire avec toutes les administrations le travail de la réfixation de cadres et structures organiques avec des référentiels des emplois qui réfixent le rôle de chaque administration, chaque division, chaque agent. On va arrêter de payer les numéros matricules. On va désormais rémunérer le travail accompli. Après Kinshasa, le Grand Kasaï et le Congo central, la province du Kwilu rejoint ainsi la dynamique nationale impulsée par le gouvernement pour bâtir une administration moderne, transparente et performante, fidèle à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce message pour les agents et fonctionnaires de l'État, ils peuvent s'attendre à leur paye très bientôt. L'annonce a été faite par Yannick Issassi, président intérimaire et du comité de suivi de la paye. Il explique les raisons de ce retard liés aux travaux d'ajustement en cours. Selon lui, le paiement des salaires du mois d'octobre débutera la semaine prochaine. Sylvie Moembo et Ibrahim Chakou, on écoute. Sous la houlette de son président intérimaire, Yannick Issa Sindelo, les membres du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État ont relevé que des ajustements techniques importants devraient être effectués suivant les orientations des autorités compétentes en vue d'une harmonisation des chiffres entre les services du ministère des Finances et ceux du ministère du Budget. Mais à quand le lancement du pays? Aujourd'hui, il était question avec les différents services ainsi que les opérateurs de paie, de statuer sur l'accélération du processus pour que la paie soit lancée en fait en début de semaine prochaine. Alors nous pouvons rassurer tous les agents et fonctionnaires de l'État que l'état liquidatif a été déjà validé suivant l'harmonisation qui a été faite et les services sont en train de travailler pour que d'ici lundi ou mardi au plus tard que les opérateurs de paie commencent déjà en fait à alimenter les comptes, je dirais, des différents bénéficiaires. Alors nous sommes là, nous allons poursuivre les suivis rapprochés déjà la semaine prochaine pour nous assurer que les instructions qui ont été données par les autorités soient scrupuleusement suivies par les différents services et particulièrement par les opérateurs de la paie. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le secteur minier congolais au cœur de la lutte contre le flux financier illicite. Ce forum de haut niveau vient de fermer ses portes à Kinshasa sur un bilan positif. Direction et services repartent renforcés, prêts à traquer les pratiques illégales et à assainir la gestion des ressources du pays. C'est un récit de Cédric Kenina. Chaque dollar perdu est un enfant privé d'éducation, un centre de santé non équipé, une route non achevée. Le gouvernement congolais intensifie donc son offensive contre le flux financier illicite qui draine chaque année des milliards de dollars hors du pays. Lors de la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale, cas du secteur minier, organisée à Kinshasa avec la GIZ, il a été question de peaufiner des stratégies pour endiguer cette hémorragie fiscale qui prive l'État des ressources vitales. Cependant, comment la RDC peut-elle transformer son immense potentiel minier en véritable levier de développement quand près de 90% d'exportations nationales échappent au contrôle du fisc? Les régies financières ont répondu à tour de rôle sur cette question. En nous sur les contenus de la mission inaugurale de cette conférence, vous donnez ici par le professeur, je vais vous donner que le budget enrichi
dans les publications de la générale. Nous voulons affirmer ici ce qui suit pour un diagnostic réaliste. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui le socle fondamental de ces dispositifs. En parallèle, la création du Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées démontre à suffisance la volonté des autorités de se doter d'outils répressifs efficaces. Restons dans ce secteur de mine. L'ONG Impact et son projet Sa sécurité ont été présentés et évalués dernièrement par une délégation des députés européens. Ce projet financé par l'UE a reçu le soutien des partenaires européens. Regardez. Une forte délégation des députés européens est actuellement en tournée dans la province du Haut-Katanga et dans l'espace Grand Katanga. L'objectif précis de cette ronde est d'évaluer l'impact et les résultats des projets et actions financés par l'Union européenne dans la région. Ce mercredi 29 octobre 2025, la délégation a rencontré l'ONG Impact RDC, Impact qui exécute un projet majeur soutenu par l'Union européenne, projet dénommé Sa sécurité, promotion de droits, de la diligence et amélioration des conditions socio-économiques des femmes pour mieux lutter contre le travail des enfants dans les mines. L'ONG a présenté les avancées, les défis et les perspectives du projet, qui est actif notamment dans le Haut-Katanga et le Lualaba. La rencontre a été marquée par des témoignages poignants des bénéficiaires, dont une jeune femme de Kolwezi qui a souligné les bienfaits du projet Sa sécurité de l'ONG Impact. À la fin de l'échange, le chef de la délégation parlementaire européen, Barry Andrew, s'est exprimé, tout comme Polycarpe Kumasamba, représentant d'Impact au niveau de la RDC. Les intérêts européens et le gouvernement de Congo s'est complètement aligné. Les valeurs de trouver un chemin pour les enfants de commencer l'éducation et finir à travailler dans les mines. Nous sommes venus présenter ce projet à ces parlementaires afin qu'ils comprennent le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain et aussi faire un plaidoyer pour que des actions comme ça soient continues pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et surtout la lutte contre le travail des enfants dans les mines. La mission des députés se poursuit, axée sur l'évaluation de l'impact des financements européens sur le terrain en République démocratique du Congo. Les apprenants de la session 2024-2025 à l'École nationale des finances ont été congédiés avec leur diplôme en main. La cérémonie de clôture de l'année de formation a été présidée par la vice-ministre des Finances, Grace Yamba Kazadi, qui a salué le travail d'excellence de plus en plus visible à l'ENEF. Edith Chala. La 50e promotion de l'École nationale des finances a terminé sa formation. Et cette cérémonie consacre des années d'apprentissage pour l'amélioration du rendement dans leurs services respectifs. La vice-ministre des Finances, Grace Yamba Kazadi, qui a présidé cette double cérémonie de clôture de l'année de formation 2024-2025 et de l'ouverture de l'année de formation 2025-2026, invite les lauréats à être les catalyseurs des bonnes pratiques. Cette évolution témoignerait du sérieux et de la culture de l'excellence qui s'affirme progressivement au sein de l'École nationale des finances. Nous déclarons close l'année de formation initiale 2024-2025 et l'ouverture de celle de la session 2025-2026. La directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoua Chabani, a engagé l'école sur la voie de la modernisation et de l'excellence. L'année de formation 2024-2025 restera à bien des égards marquante dans l'histoire récente de l'École nationale des finances. Elle a été jalonnée de plusieurs avancées significatives, traduisant la volonté de modernisation et de renforcement institutionnel porté par notre établissement sous l'impulsion engagée de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Des dizaines de lauréats, venus des différents horizons représentant les différentes régies et autres services de l'État, ont reçu chacun son diplôme en présence de toutes les autorités invitées pour la circonstance.
Le FPI mise sur le recyclage comme moteur d'une croissance verte lors d'une rencontre autour du thème Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable. Le DGA a réaffirmé l'engagement du fonds pour soutenir les secteurs industriels et économiques afin de construire un écosystème d'investissement pour une capitale plus propre et viable. Alain Bikaï. Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable. C'est autour de ce thème que s'est tenu un forum économique réunissant les autorités publiques, les industriels, les partenaires techniques et les investisseurs. Objectif, trouver un cadre de financement efficace pour l'assainissement urbain et encourager les solutions locales de recyclage. Parmi les temps forts de cette rencontre, l'intervention de Blaise Mastaki Birindoa, directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, qui a marqué les esprits par son message clair. Les FPI veut faire du recyclage un moteur de développement durable. Dans sa communication, le DGA a présenté les opportunités offertes aux industriels du secteur, notamment dans le recyclage des déchets plastiques, la valorisation des déchets organiques et la production de biogaz. Les FPI promènent un accompagnement à travers les partenariats publics-privés, les fonds verts et les crédits carbone. Soyez seulement sûr de la dimension stratégique de votre projet. Le fonds que nous représentons ici est à même de vous soutenir jusqu'à hauteur de 10%. Essayez encore de revenir aujourd'hui, vous verrez que le fonds est géré avec des règles standards très strictes. Ces forums économiques sur l'assainissement urbain aura ainsi permis de poser des bases d'un nouvel écosystème d'investissement où les FPI s'affirment comme un acteur clé de la transformation industrielle et de la protection de l'environnement à Kinshasa. Clôture Forum Kelo Bantu, un succès assuré. Les 2 jours d'échanges intenses ont permis aux leaders et décideurs de renforcer leurs compétences et de co-construire des solutions pour la transition écologique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Des recommandations finales serviront de base à la feuille de route 2026-2031. Mireille Ndeke. Ouvert hier, le forum auquel le Bantu appartient désormais au passé. La co-création et renforcement de compétences, ce thème décortiqué au 2e jour du forum, est placé sous le signe de la co-construction et de la participation active des parties prenantes. Au cours de ce panel, les participants, représentants du gouvernement, du secteur privé, de la coopération internationale et de la société civile, ont été appelés à apporter leur feedback afin d'améliorer et structurer ensemble le projet en véritable consortium opérationnel et durable. Cette année, on a voulu passer des dialogues à l'action. Donc, pendant les 2 jours, on a présenté 4 piliers d'un programme novateur qu'on veut mettre en place, essentiellement pour réduire les gaps de compétences qu'on a si identifiés pendant les 5 années précédentes. Les secondes jours, nous avons eu un atelier de co-construction avec les différents acteurs pour voir dans quelle mesure avoir un programme qui intègre tous les aspects nécessaires pour le renforcement des capacités en RDC. Un autre panel, c'est celui consacré aux masterclass exclusives, animées par des experts nationaux et internationaux, offrant un espace d'inspiration et de renforcement de capacités sur des thématiques d'avenir, notamment le leadership inclusif et résilient, l'humanité dans un avenir dominé par l'intelligence artificielle et autres. À l'issue de ces ateliers, plusieurs recommandations ont été formulées et les prochaines étapes de la feuille de route 2026-2031. Kelo Bantu, un forum tourné vers l'action, sa 6e édition vient de réaffirmer cette ambition. En politique, sous le thème Pacte social pour la paix et le vivre ensemble, une conférence débat s'est tenue à l'Université catholique du Congo. Le professeur André Mbata a éclairé le concept essentiel appelant les confessions religieuses à condamner fermement les agresseurs de la République démocratique du Congo. Un récit de Robert Ndaïtusisi. À l'initiative de la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo, le professeur André Mbata Betokome Somango a participé comme orateur à la conférence scientifique sur le thème « Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac, jeux et enjeux ». Aux côtés du professeur Alphonse Mbenza et de l'écrivain Didier Momengi, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation et constitutionnaliste, André Mbata Betokome Somango, a sans détour et d'une manière audacieuse, structurée et enrichissante, donné son avis sur le pacte social initié par la CENCO et l'Église du Christ au Congo. On parle plus, c'est le pacte congolais. Pourquoi on cite dans les Grands Lacs?
On cite dans les grands lacs, on n'a pas vu les évêques du Rwanda. La conférence épiscopale du Rwanda devait faire un projet analogue, on pouvait les mettre ensemble, la conférence épiscopale du Burundi, ou même dans le cadre de l'ASEAN, hein, pour les conférences épiscopales de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale ou des Grands Lacs. Mais le projet n'est porté qu'ici. Quelle est la place des Grands Lacs? Quelle est la place des envahisseurs? Mon prédécesseur a dit non, l'Église ne veut pas condamner, compte tenu de son attitude morale. Mais l'Église doit avoir le courage de condamner. La vérité, c'est cela. On ne doit pas refuser de condamner parce qu'on va chercher le financement ailleurs, non. Dans son intervention musclée, accompagnée de versets bibliques, les constitutionnalistes André Mbata Betoukoumé Soumangou, devant un parterre d'étudiants, des professeurs, chercheurs et leaders d'opinion, a annoncé ses couleurs. Est-ce que s'il n'y avait pas agression du Rwanda, on aurait assisté à l'initiative d'impact social? Non. Il faut reconnaître le problème que nous avons. Évidemment, il y a des causes internes, il y a aussi des causes externes. C'est l'agression rwandaise et le Rwanda qu'il faut condamner. Ces interventions, ponctuées de acclamations, auront laissé une empreinte forte de ces débats scientifiques à l'Université catholique du Congo. Et à l'occasion de la journée mondiale des villes, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Bangasayogo, appelle chaque citoyen à s'impliquer activement dans la transformation de nos cités, placée sous le thème « Les villes intelligentes centrées sur le peuple et tournées vers l'avenir ». Les détails avec Bobo Anan Mokondi. Chers compatriotes, en cette journée internationale des villes, sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination du gouvernement de la République, conduit par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, la politique nationale de la ville œuvre à bâtir des cités plus humaines, innovantes et tournées vers le bien-être collectif. Le thème retenu cette année, ville intelligente centrée sur les peuples et tournée vers l'avenir, interpelle nos gouvernements à faire de la technologie et de l'innovation des leviers au service du développement humain, de la cohésion sociale et de la durabilité environnementale. Il s'agit de construire des villes qui placent les citoyens au cœur de la planification, qui valorisent l'inclusion, la participation et l'accès équitable aux services urbains essentiels. En ce jour symbolique, le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à exprimer sa solidarité et sa profonde compassion à l'endroit de toutes les villes actuellement sous occupation de l'ennemi et à toutes les populations qui y vivent dans la souffrance et l'incertitude. Les taxis-motos continuent à s'aimer la terreur sur les routes de Kinshasa. Le non-respect du code de la route par certains motocyclistes est à l'origine de nombreux accidents occasionnant des pertes en vies humaines. Face à cette situation, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a récemment tenu une séance plénière consacrée à la proposition de loi visant à encadrer et réglementer l'activité des taxis-motos dans la ville-province. Merendeke et Blandine Wavingana. La problématique de la réglementation de taxis-motos à Kinshasa est centrée sur le conflit entre leur rôle crucial dans le transport urbain et leur non-conformité au code de la route, ce qui entraîne des problèmes de sécurité, d'anarchie et de mauvaise gouvernance. Cette problématique a fait l'objet de la matière décortiquée à la séance plénière tenue à l'Assemblée provinciale sous la conduite du député provincial, l'honorable Levi Mbuta Sangupamba. Cette séance plénière a déclaré recevable la proposition d'édit portant réglementation du transport pour les taxis-motos à Kinshasa. Initiative du député provincial Nicolas Wemankoy Omokoté visant à encadrer l'exercice du transport en commun par taxi-moto devenu incontournable pour le déplacement des Kinois. Cette loi fixe les règles relatives au respect du code de la route, l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, la limitation du nombre de passagers et de la vitesse, le port obligatoire du casque, gilet et bien d'autres. Ce secteur est devenu un véritable levier économique et social,
un instrument de survie des milliers de familles quinoises. Mettre en place des sanctions éducatives pour les contrevenants. Après cet exercice, la proposition de cet édit a été transmise aux commissions PAJ et ECOFIN pour approfondissement. Concernant la proposition d'édit sur la protection des droits de la population contre le banditisme urbain, présentée par l'honorable Diwa Banza, celle-ci a été reportée à une plénière ultérieure. Octobre Rose, ce mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein, s'est achevé en beauté avec le dépistage de 200 femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Palpation quotidienne chaque matin, un geste anodin mais crucial pour la prévention et la détection précoce. Mami Kadima. Octobre Rose. Les participants à cette journée qui marque la fin de la campagne contre les cancers a été placé sous les thèmes sensibilisation des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les cancers, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le professeur Berthe Ndinga, gynécologue de formation, a lancé les dépistages volontaires au bénéfice des 200 femmes de cette institution. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme dans le monde, je dis bien dans le monde. En 2022, par exemple, il y a eu 2 millions de cas qui ont été diagnostiqués. 2 millions de cas diagnostiqués. Ça veut dire que c'est une femme qui est diagnostiquée pratiquement toutes les 18 secondes. C'est vous dire. Toutes les 18 secondes, une femme qui est diagnostiquée. Le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans presque tous les pays. Des tenues roses ont été distribuées à cette journée organisée sous l'égide du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi, représenté par le docteur Matabaro Ephraim, directeur à la prévention. Les échanges enrichissants entre participants et organisateurs ont sanctionné cette journée. Revenons sur ces gestes simples mais qui peuvent sauver des vies. Les femmes du Fonds de promotion de la santé ont appris les techniques d'autopalpation, outil essentiel pour détecter précocement le cancer du sein. Sensibilisées et déterminées, elles sont descendues dans les rues de Kinshasa pour transmettre ce message vital de se dépister à temps. C'est se donner une chance de vivre. Erika Bomba. L'autopalpation est un geste simple pour les femmes de faire à tout âge leur bilan, repérer les anomalies de signes et alertes qui pourraient les amener à se faire dépister avant que la maladie du cancer du sein ne gagne trop du terrain dans leur corps. Les femmes du Fonds de promotion de la santé FPS, avec à leur tête la directrice générale adjointe, professeure Claudine Chimanga, ont appris toutes les techniques pour faire la palpation, un moyen simple mais pas trop pratiqué. L'idéal serait pour chaque femme de le faire une fois par mois, selon les explications de ce médecin. Informées, ces femmes n'ont pas tardé à passer à l'action. Elles ont initié une marche de santé dans les rues de Kinshasa pour sensibiliser d'autres femmes à se faire dépister. Un seul message, le dépistage précoce sauve des vies. Lorsqu'on est dans le système de santé et dans la protection financière de santé, c'est aussi de réduire le coût. Et le seul mécanisme pour réduire le coût, c'est la sensibilisation et la prévention. Aujourd'hui, c'était vraiment la sensibilisation. On a bénéficié de la pédagogie de nos médecins qui nous ont expliqué comment il fallait prévenir, comment il fallait détecter le cancer du col utérin, comment il faut détecter le cancer du sein. Une grosse mobilisation du Fonds de promotion de la santé dans le cadre d'Octobre Rose pour faire reculer un mal qui tue encore en silence des milliers de femmes à travers le pays. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 23 h Serge Merlin Matin. Demain, 7 h Erika Bomba. Moi, je vous reviens très prochainement sur nos antennes. Au revoir et excellent week-end à toutes et à tous.